Yo la team OP, c'est Blue, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, même si je suis toujours là le mardi pour les OPay TV que j'anime, et que je vous invite à venir voir le mardi soir, mais là n'est pas le sujet. On se voit cette fois pour la review du chapitre 959. Un chapitre qui est dans la lignée des précédents, les choses racontées dans le chapitre sont intéressantes, et elles sont bien racontées, donc cet acte 3 commence clairement mieux que l'acte 2, qui était horrible. Je suis donc content. Dans ce chapitre, pour faire court, on revient en arrière par rapport à la scène finale du chapitre 958. On nous montre le contexte qui a mené à la situation dans laquelle Kinemon et les Fourreaux Rouges se trouvent. On a la préparation de chacun des groupes, celle des subordonnés de Yogoro qui se préparent à déplacer les sabres et les troupes, celle de Franky qui dit qu'il va faire en sorte qu'il y ait assez de navires pour 5000 personnes, et on a un retour sur les différents groupes de rebelles sur Wano. On a un passage à Amigasa avec un retour sur Itetsu qui donne des tenues aux Mugiwara, des tenues traditionnelles de samouraï. Brook, Luffy, Chopper les enfile. Dans cette scène, on voit qu'Oda réutilise un ancien chara-design qu'il avait fait pour Luffy, à l'occasion d'un color spread. Bref, c'est des tenues de samouraï du clan Kuzuki, vu qu'il y a leur emblème. Cette scène était cool car elle a permis en plus de ça d'avoir comme avant une petite dispute entre Zoro et Sanji, car Sanji taquinait Zoro. Bref, il y a aussi un retour sur les Minks et sur Tsuru qui aide l'Alliance à sa manière en s'occupant d'Oldem. Ce petit retour en arrière se termine par une scène avec le Shogun qui coordonne les troupes pour contrecarrer les plans de chacun des différents groupes. Des groupes comme celui d'Usopp, comme ceux des subordonnés de Yogoro, comme celui de Luffy, et ça juste en détruisant les ponts qui relient les différentes provinces. C'est un crack. Maintenant qu'on a raconté tout ça, avant de parler du présent, analysons tout ce qu'on a vu. Il y a un truc bizarre avec les chiffres. Dans le chapitre 955, Franky dit vouloir construire assez de navires pour transporter 10 000 personnes, et ça 3 jours avant l'assaut. Mais dans ce chapitre, même si c'est le lendemain, il dit vouloir en construire assez seulement pour 5000 personnes. Autre élément, dans le chapitre 955, 3 jours avant l'assaut, Kinemon avait parlé de 4000 hommes, et c'est monté à 4200 le lendemain, donc 2 jours avant l'assaut. Pourtant le chiffre qu'a retenu Orochi et dont il parle dans ce chapitre est celui de 4000. Il n'a pas pris en compte les 200 qui sont arrivés le lendemain. Est-ce qu'Oda, à travers cette scène, nous insinue que le traître ou la personne qui les observe n'était plus là le lendemain? Enfin, le jour où Luffy est arrivé à Amigasa en gros, c'est très probable. Et ça rend plus crédible mon hypothèse que j'avais fait sur Blueno, celle dont j'avais parlé dans la précédente review. J'avais en gros expliqué qu'étant donné que celui-ci n'était pas avec Lucci à la rêverie, il pourrait être sur Wano, avec les membres du CP0 qui négocient avec le Shogun. Donc qu'il serait toujours sur Wano, et qu'avec son fruit il pourrait espionner sans être vu, tout entendre et tout voir sans que personne ne le sache. Et il serait parti le jour où Luffy est arrivé, peut-être à cause de la présence de celui-ci, de la peur qu'il a de lui, à cause de ce qu'il lui a fait subir sur Enies Lobby. Il lui avait vraiment fait du sale. Donc voilà pourquoi il n'aurait pas su pour les 4200, car le chiffre est monté ce jour-là. Il est monté le jour où Luffy est arrivé, le jour où celui-ci serait donc parti. Voilà pourquoi Orochi pense qu'il n'y a que 4000 personnes, et pas 4200. Ça rend à mes yeux l'hypothèse sur Blueno que j'avais fait un peu plus crédible que la fois dernière. Ça ne change rien au fait que Kanjuro, Kiku, Raizo et plein d'autres restent très suspects, très bizarres plutôt. Mais cet élément combiné au fait qu'Orochi dise qu'il n'a vu aucun samouraï, aucun fourreau, fait pour moi placer Blueno en haut de la liste des suspects. Du moins plus haut que ceux dont je viens de parler, car il reste Kyoshiro. On voit qu'Orochi est vraiment un méga stratège. Il élabore un plan de fou et a contrecarré les plans d'une alliance entière et de groupes de pirates réputés sans grande difficulté. On comprend mieux comment un mec comme Oden a pu tomber. On voit les Minks parler de leur mode Sulong, qu'ils pourront normalement activer le soir du festival, vu que c'est la pleine lune, à condition qu'ils puissent voir la lune, c'est-à-dire à condition que le ciel ne soit pas couvert. Mais s'ils ont besoin de la lune pour se transformer, ils ne pourront pas le faire dans la grotte d'Onigashima, mais seulement en dehors de celle-ci. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Donc limite, tant mieux qu'ils ne puissent pas aller à Onigashima, aller dans cette grotte, parce qu'ils auraient eu l'air de gros idiots sans leur carte maîtresse. À moins qu'il y ait des trous au plafond, mais dans ce cas-là, vu la pluie qu'il y a, il doit y avoir une sale ambiance à la fête. Ils doivent tous être trempés et c'est eux qui ont sûrement l'air de gros idiots. Au niveau du code couleur, ce qu'on a n'est pas un flashback, car les bandes sur les côtés, enfin le fond, n'est pas noir dans toute cette scène, dans toutes ces scènes, dans tout ce début de chapitre. Le fond, les bandes sont grises, et au niveau du code graphique, ça représenterait des scènes qui nous sont racontées ou expliquées. Et quand une scène nous est racontée ou expliquée, c'est forcément fait par quelqu'un, par un personnage.
Donc ce qu'on a, c'est son ou leur point de vue au personnage qui raconte ces scènes. Par exemple, plutôt dans l'arc, au chapitre 920, quand Kinemon nous raconte comment ils sont arrivés dans cette période de la timeline, après avoir fait un bond dans le temps, on a sa vision des faits. Mais rien ne nous prouve que tous les éléments de sa vision sont réels, ou qui se sont passés comme il le raconte. C'est des événements qui sont racontés, et ce code est là pour nous montrer que ce n'est pas des faits, mais la vision d'un personnage. La vision d'un personnage sur un ou une succession d'événements. Et cette vision, pas tout le temps mais parfois, peut être erronée, car elle résulte de l'interprétation qu'a un personnage d'une scène, ou découle tout simplement de ce qu'il veut raconter. Quand on veut nous montrer des souvenirs concrets d'un personnage, et te dire que ces souvenirs sont vrais, Oda grise seulement la case, mais les bandes restent blanches. C'est arrivé par exemple dans le chapitre 923, lorsqu'on a eu Speed qui racontait comment Kaido les a débusqués elle et Otama, et ça à partir de ses propres souvenirs de la scène. Et Oda nous montre que c'est des faits avérés en nous mettant des bandes blanches autour de la case grisée, et ces faits dans le futur se sont avérés vrais. Bref, donc une bonne partie de celui-ci nous est racontée par une ou plusieurs personnes. Ce dont je suis certain, c'est que la deuxième partie, celle qui est racontée après la scène de Holdem et Tsuru, celle qui commence à la page 11 et se termine à la page 14, et qui débute à la veille de la bataille, est racontée par Orochi. On sait qu'elle est racontée par lui, en tout cas c'est mon interprétation. Mais est-ce que ça n'est pas une version idéalisée de son plan? Une version où tout se passe comme prévu, la version qu'il croit vraie et qu'il se raconte, ou qu'il raconte à quelqu'un? Je me le demande vraiment, et ça ferait donc que certains éléments comme la destruction du Sunny, ou certains autres points de ce qui est raconté ne soient en réalité que des éléments qu'il croit vrais, mais qui ne le seraient peut-être pas vraiment. Car je le rappelle, ces scènes nous sont racontées, donc rien ne nous dit qu'elles sont vraies, rien ne nous dit non plus qu'elles sont fausses, mais tout nous indique qu'elles sont le fruit de l'interprétation d'un personnage. Et pour moi, Orochi aurait pu interpréter dans le sens qu'il arrange ces scènes. J'ai parlé avec Molo, un modo de mon serveur, de mon interprétation, et il en a une qui rejoint la mienne, et celle-ci est en lien avec des références cinématographiques. Il m'a expliqué en gros que dans la culture japonaise, il s'inspire énormément d'histoires très anciennes, et il a fait le lien avec un film de Kurosawa nommé Rashomon. Et il fait le lien entre ce film et ce chapitre, car en gros dans ce film, lors d'une enquête, on voit les événements à travers les différentes visions des personnages, et ces visions sont différentes car elles sont le fruit de l'interprétation de chacun d'eux. Et ça d'un même événement. Et en gros, pour lui dans cet arc, Oda fait plus ou moins ça, à plusieurs moments clés, et c'est peut-être dans le but de faire un clin d'œil à ce film dans un premier temps, car c'est un film qui est vraiment super connu. Mais ce serait aussi l'occasion de faire un clin d'œil à cette narration japonaise particulière, et vu que c'est l'arc Wano et que celui-ci est un arc hommage au Japon, ça me semble pas impossible. Dans un article sur Wikipédia, ce film est décrit comme étant un film moderne, qui utilise des costumes traditionnels, et qui dans sa narration utilise des flashbacks qui s'étalent sur 3 temporalités différentes, sur le présent, sur une époque récente, et sur une époque antérieure au crime. Bon, l'arc Wano est un arc avec des couleurs modernes, c'est une volonté de l'auteur, d'où les couleurs de l'anime et même celles des personnages dans le manga avec des cheveux bleus, roses, verts, etc. etc. C'est un arc avec des costumes traditionnels, et c'est un arc qui, dans sa narration, s'étale sur 3 temporalités. Le présent, la période où le groupe de Kinemon est arrivé dans cette temporalité, et la période d'il y a plus de 20 ans avec le meurtre d'Oden. On retrouve les mêmes codes. Et même au niveau de ce chapitre, on a un clin d'œil à ces 3 temporalités. On a le temps présent de la page 14 à la page 17, avec la scène au port avec les fourreaux rouges. On a une scène dans un passé pas si éloigné, celle qui nous est racontée pendant toute la première partie du chapitre. Et on a une partie dans un passé lointain, le passé d'il y a plus de 39 ans à la fin du chapitre. On a les 3 temporalités. Oda fait clairement une référence à cette école cinématographique qui raconte une histoire à travers 3 temporalités différentes. Et le film Rashomon de Kurosawa qui fait appel à différents points de vue dont je vous ai parlé plus tôt, est selon Frédéric Monvoisin, un docteur en cinéma et en audiovisuel, le premier dont la narration repose sur cette école, d'où le lien. Bref. On a à la fin de ce chapitre un flashback sur Oden qui commence. C'était pas trop tôt, rappelons que c'est le personnage clé de cet arc quand même. J'ai demandé sur mon serveur combien de temps ce flashback pouvait durer. Personnellement, j'imagine un flashback d'environ 4 chapitres. Mais il est possible qu'il soit très long, qu'il atteigne un tome comme celui de Calgara et Norland. Certains sur mon serveur imaginent même plus que ça. Et d'autres pensent que ça durera un chapitre et demi ou 2. Et vous, combien de temps pensez-vous que ce flashback va durer? Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Oublie pas de rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, de commenter pour me dire ce que tu as pensé des différents points que j'ai abordés, de liker si ça t'a plu, de t'abonner, de partager,
et de me rejoindre mardi soir pour les OPay TV. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.